Plus de 1600 milliards de francs CFA aux petites et moyennes entreprises, toutes entreprises et start-ups africaines. Quels sont les enjeux de Choose Africa? Quels sont les dessous? Pourquoi les pays africains ne peuvent pas financer leur propre développement? À quoi servent les organisations comme la CEDEAO, l'UEMOA, le SADC et l'Union africaine dans le financement des économies africaines? Le massacre des Peuls au Mali, quelle analyse en faire? Qui tire les ficelles? Pourquoi il y a eu peu de retentissement médiatique dans ce massacre? Pour analyser toutes ces questions, L'Air du Temps reçoit ce dimanche Aliou Sall, spécialiste de la prospective et président de l'Institut des futurs africains, et Elimanel Faye, ingénieur en microélectronique, expert en technologie numérique et diplômé de l'école polytechnique de Lille. L'Air du Temps, c'est ce dimanche 31 mars 2019 de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop sur iRadio. Dimanche 31 mars 2019, bienvenue à tous et merci d'être à l'écoute de votre émission L'Air du Temps. Je précise que nous devons nous excuser auprès de vous parce que monsieur Aliou Sall, sociologue spécialiste de la prospective, directeur de l'Institut des futurs africains qui devait être avec nous, a eu un empêchement de dernière minute. Nous lui souhaitons prompt rétablissement. Nous sommes avec Elimanel Faye, ingénieur en microélectronique, expert en technologie numérique, diplômé de l'école polytechnique universitaire de Lille en France. Monsieur Faye, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les auditeurs de iRadio. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances de la France, était cette semaine à Dakar dans le cadre d'une tournée africaine. Il a visité d'autres capitales africaines. La France lance Choice Africa pour les PME africaines. Le choix pour l'Afrique est une cagnotte de plus de 1600 milliards de francs CFA, une manne qui va financer les petites et moyennes entreprises, les très petites entreprises, les TPE et les start-up, qui leur permettra d'accéder au crédit. Les petites et moyennes entreprises africaines ont du mal à accéder au crédit, seuls 15% parviennent à l'avoir et la durée de vie de ces PME n'excède guère les 5 ans. Alors, Elimanel Faye, au-delà du diagnostic, pourquoi la France décide-t-elle de mettre autant d'argent dans les PME, TPE et start-up africaines? Bonjour Alassane, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Je salue également les auditeurs de iRadio et je profite aussi de l'occasion pour vous féliciter pour votre initiative d'entrepreneuriat. Merci. Et donc la trajectoire que vous avez empruntée. L'annonce du ministre français par rapport au fonds Choose Africa, je pense qu'il faut d'abord la ramener dans son contexte. L'Afrique, à travers sa jeunesse, son écosystème d'innovation, notamment avec l'émergence de start-up digitales, de PME extrêmement innovantes, connaît actuellement une certaine effervescence, un dynamique certain, qui est porté, sinon stimulé en tout cas par le contexte assez historique de la 4e révolution industrielle. Ça, c'est ma lecture de la situation. Et dans le cadre de cette révolution industrielle, qui se différencie par sa singularité, contrairement aux révolutions antérieures, elle apporte, en tout cas elle accorde un crédit certain à l'innovation, à la créativité et en tout cas à la fraîcheur d'esprit, si je peux m'exprimer ainsi. Et l'Afrique dans ce domaine jouit d'un potentiel certain. Il y a des chiffres qu'on pourrait avancer, notamment d'après une étude récente du fonds d'investissement Partech Ventures, donc un fonds d'investissement américain d'ailleurs présent en Afrique. Près de 1200 milliards de francs CFA ont été mobilisés, donc de fonds privés ont été mobilisés en investissement direct des startups africaines innovantes en 4 ans, donc entre 2015 et 2018. Donc c'est dire que l'annonce du ministre français donc se fait dans cette dynamique, dans ce contexte. Donc effectivement, 1600 milliards de francs CFA, c'est quand même un montant qui est considérable au vu de ce
dont a pu bénéficier l'écosystème PME, start-up africain, donc dans les années 90, 80, donc notamment qui sont marqués principalement par les difficultés certaines d'accès au crédit. Donc je pense que près de 80% des PME africaines n'ont pas accès au crédit, près de 87% des startups africaines jusque-là n'ont pas accès au crédit. Donc il faut mettre tout ça en perspective et considérer que la France, tout comme d'autres acteurs mondiaux, en fait, s'inscrit dans cette logique, dans cette dynamique, dans le cadre de leur propre politique économique aussi, de mettre en place leur propre écosystème global d'innovation. Et dans le cadre de leur relation bilatérale, en fait, qui les lie à l'Afrique, c'est tout à fait, je dirais pas normal, mais en tout cas, c'est tout à fait prévisible qu'il y ait une certaine disruption dans leur façon, dans leur mode d'intervention, un certain changement de paradigme dans leur mode d'intervention. Moi, je suis pas du tout surpris, compte tenu des enjeux et du potentiel que revêt l'espace africain en termes de créativité, en termes de potentiel de création de valeur, en s'appuyant sur sa jeunesse et son esprit d'innovation. Oui, mais l'Afrique est en train de bouger dans ce domaine-là. Des jeunes Africains font beaucoup créent des plateformes, créent des startups, des PME, des PMI. Si la France et d'autres puissances occidentales décident de mettre autant d'argent en Afrique, comme les Chinois le font d'ailleurs, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une compétition de ces pays-là en Afrique pour nous contrôler les économies africaines? Bien sûr, je pense que il y a une vision, il y a deux façons de voir les choses. Disons la première approche, effectivement, c'est l'approche que je considérerais comme classique, traditionnelle, jusque-là, de se dire qu'effectivement, tout le monde vient en Afrique, les gens sont venus peut-être pour nos ressources minières, on a vu ce que ça a donné en termes d'exploitation, on n'a peut-être pas pris les devants, on n'avait peut-être pas compris suffisamment tous les enjeux. De se dire que c'est encore une nouvelle façon de s'accaparer peut-être de ce que l'Afrique a de plus précieux aujourd'hui. C'est peut-être son potentiel créatif. Disons que ça, c'est peut-être une vision un petit peu, disons, normale qui, à mon avis, est suscitée un petit peu par ce qu'on a vu jusque-là, par l'histoire, en fait. L'histoire nous oblige à être prudents et peut-être un peu sceptique à chaque fois qu'un intérêt est porté sur notre continent. Mais je pense que cette fois-ci, je crois qu'il faut aussi voir cette dynamique comme une opportunité. 1600 milliards, c'est important. Je pense que les entrepreneurs que nous sommes en avons besoin. Nous avons besoin que des capitaux soient injectés dans nos sociétés pour les développer. Ça, c'est un fait. Maintenant, il ne s'agit pas d'être totalement naïf. Si nous prenons ces capitaux, bien sûr, il y a une contrepartie. Je pense que c'est tout à fait normal qu'en injectant 1600 milliards de francs CFA, qu'il y ait une certaine attente en retour. Mais cette attente, où est-ce qu'elle se situe? Qu'est-ce qu'on est prêt à céder? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour être sûr que les rapports soient le plus équilibrés possible? Je pense que c'est là-dessus qu'il faut être un petit peu, disons, vigilant et réfléchir en fait au préalable et à la construction en fait d'un cadre, que ça soit sur le plan législatif, sur le plan réglementaire et notamment aussi sur le plan de la mise à disposition de moyens les plus locaux possibles aussi pour que ce développement soit le plus endogène possible. Oui, parce que si on décortique les 1600 milliards, bien sûr, près de 600 milliards, c'est des prises d'intérêt directes dans les entreprises, directement, et l'autre, les 1000 milliards qui restent, c'est pour les garanties pour les banques. Parce que c'est pas innocent que des prises de parts directes soient faites, ces prises de parts-là, dans ces entreprises-là. Oui, là aussi, effectivement, il y a deux façons aussi de voir les choses, au risque de vous répéter, mais ces 600 milliards, je pense qu'ils vont être investis en termes de prise de participation directe.
moi, en tant qu'entrepreneur, je préfère en fait cette formule, ce mécanisme d'intervention. Pourquoi? Pour diverses raisons. Je crois que c'est un mécanisme qui est plus adapté à la nature même des entreprises qui vont porter l'innovation, parce qu'en fait, c'est des entreprises qui sont obligées d'avoir une certaine aversion au risque, d'accord? Parce que qui ne risque rien quelque part, à un moment donné, ne peut pas espérer sortir le produit le plus innovant, notamment dans le domaine de la technologie. Donc, ça requiert un certain niveau d'anticipation, un certain niveau de prise de risque, en fait, une certaine folie, si on peut s'exprimer ainsi, si on veut utiliser un petit peu le langage des startups. Je pense qu'il faut être fou dans ses ambitions, il faut être fou dans ses objectifs. Et pour cela, ça appelle en fait à une certaine prise de risque. Et les mécanismes d'intervention classiques disponibles dans l'écosystème africain jusque-là ne permettaient pas suffisamment en fait cette prise de risque-là. Ça ne libère pas forcément tout le potentiel d'un entrepreneur de devoir en fait se soumettre à un certain niveau de garantie si on veut parler par exemple des autres mécanismes d'intervention qui sont disponibles aujourd'hui dans l'espace bancaire. Il faut présenter des garanties, il faut présenter un certain historique de fonctionnement de son entreprise. Donc c'est plus basé sur les acquis que sur le potentiel des entreprises. Alors qu'il faut, donc dans le cadre, je pense, du contexte dans lequel nous sommes, il faut plus miser sur le potentiel et la valorisation à terme des entreprises. Et ces 600 milliards qui sont investis en prise de participation, ils permettent cela. Ils permettent cela, contrairement à d'autres mécanismes de financement qui sont qui étaient proposés jusque-là en fait à l'écosystème. Mais est-ce que si ces pays mettent autant d'argent dans les entreprises africaines, oui, c'est pour permettre à ces entreprises de se développer, mais quelque part il y a un intérêt pour ces pays-là de mettre cet argent, c'est pas innocent. Voilà, oui bien sûr, une prise de participation, donc là je pense qu'on est dans une logique aussi d'économie de marché. Une prise de participation, c'est naturellement pour prendre des intérêts, avoir un certain niveau de contrôle, peut-être aussi dans le fonctionnement de l'entreprise, mais plus dans le fonctionnement de l'entreprise, mais pour s'assurer, en fait, on sécurise en fait son investissement. Donc, quand on prend 10-15% du capital d'une entreprise à très 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 forte valeur ajoutée, ce qu'on espère, c'est qu'au bout de 4-5 ans, ces 10-15% qui ont coûté peut-être 1 million d'euros à l'investissement seront valorisés à 5-10 millions d'euros. Donc c'est cet intérêt-là qui répond à une logique pure d'économie de marché, logique purement capitaliste. Moi, je le préfère par rapport en fait à d'autres mécanismes d'intervention qui peut-être ne laissent notre capital intact, mais ne nous permettent pas aussi de disposer des moyens, des capitaux nécessaires pour multiplier la valeur de nos entreprises. Oui, nous sommes dans un monde de plus en plus globalisé, où les gens essayent de gommer les différences. Est-ce que justement le fait qu'on injecte autant d'argent dans les PME africaines, start-up africaines, ne va pas quelque part ôter cette identité de contenu des Africains en tant que tels, en essayant de les mettre sur les standards internationaux, en gommant cette touche, ce contenu africain? Alors là, il faut peut-être parler un petit peu du marché africain. Parce que le marché africain, c'est quand même près d'1 milliard, disons, de consommateurs, en tout cas. Et les technologies, les systèmes qui sont développés par ces entreprises, ces PME et start-up innovantes africaines, elles sont aussi destinées à ce marché-là. Donc c'est dans ce potentiel de marché, je pense, que tout le monde est en train de miser. Et à commencer par les start-up qui ont la chance extraordinaire peut-être d'être géographiquement positionnés sur le continent. Donc on est on est les premiers en tout cas à voir ce potentiel de marché. On est peut-être seul à pouvoir l'exploiter de façon efficiente. Donc c'est bien pour cela qu'on attire en fait, on attire les investissements, on attire les capitaux, mais il faut bien garder à l'esprit que la finalité
c'est le marché africain. Donc je doute qu'il y ait un risque de dénaturation un petit peu des contenus, parce que les contenus, structurellement, ils devront rester locaux et africains. Et donc on parle des use cases. Si on prend par exemple les problématiques de la santé, développer des startups géantes qui vont résoudre définitivement par le digital les problèmes d'accès aux soins en Afrique, on ne peut pas forcément le baser sur une logique autre qu'une logique africaine, adaptée à nos réalités, à nos problématiques. Donc, j'ai l'habitude de dire que nous avons une chance extraordinaire, c'est nos problèmes. Parce que la chance que nous avons, c'est nos problèmes. Parce que elle nous... disons, l'ampleur du chantier nous pousse à être très créatifs. Et nous sommes au contact des problématiques. Nous les vivons en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'innovateurs. Nous imaginons les mécanismes de contournement et les raccourcis que le digital, le monde nouveau, peut apporter à des problématiques. Les solutions que le monde nouveau, que l'opportunité digitale en tout cas, peut apporter à des problématiques qui sont là depuis peut-être 40 ans, que aucun système économique, aucune politique économique n'a pu résoudre. Donc là, on voit par exemple des cas concrets de solutions apportées à des problématiques en moins d'1 an, là où peut-être toutes les politiques publiques ont échoué. La visite du ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, intervient au lendemain de la visite officielle du président chinois en France. On a vu dans les discussions dans les coulisses entre la France et la Chine, on a l'impression que la France veut quelque part sous-traiter la présence chinoise en Afrique. Une sorte d'union entre les deux puissances, parce que la Chine est considérée comme étant un pays qui n'est pas très regardant par rapport aux droits de l'homme, qui fait des investissements directs en Afrique, et que la France semble dire à la Chine que nous connaissons mieux que vous une certaine partie de l'Afrique. Pourquoi ne pas s'allier avec nous pour continuer quelque part, je le dis, je l'assume, de piller encore les économies africaines. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie globalisée par rapport à cela et que les Africains eux-mêmes n'ont pas compris réellement les enjeux? Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience quand même qui s'est opérée, de la nécessité de développer, de prendre en charge, en fait, localement, et d'encadrer localement cette dynamique d'innovation. Parce qu'en fait, je ramène le sujet en tout cas au potentiel que revêt notre écosystème d'innovation. Si c'est de ça dont il s'agit, je pense que les États, dans leur globalité africaine, ont compris. Maintenant, il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit peut-être d'agir et peut-être avec une certaine célérité. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives et d'actions qui sont menées pour favoriser, en tout cas, la prise en charge locale des besoins, en tout cas primaires, de financement de notre propre beaucoup se demandent si l'Afrique a compris. Pourquoi c'est la France qui viendra mettre autant d'argent dans notre écosystème? Pourquoi la CEDEAO, l'Union africaine, l'UEMOA, qui sont des organismes d'intégration régionale et sous-régionale, ne peuvent pas prendre en charge ces questions pour financer l'écosystème africain, ne pas attendre que des pays étrangers viennent financer à leur place et leur dire comment ils doivent penser après. Parce que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'intelligence économique, c'est l'intelligence artificielle qui est en jeu dans ces startups-là aujourd'hui. Alors, je vais faire la part des choses entre les deux principaux mécanismes de financement d'intervention. Et il y a un côté assez intéressant dans la structuration même du fonds français, Choose Africa, parce que, comme vous le disiez en introduction, il y a une part, assez importante d'ailleurs, un peu plus du tiers, qui est réservée à l'intervention directe, à la prise de participation. Je pense que c'est ce côté innovant, c'est là-dessus, je pense, que les États africains doivent regarder. Parce que les mécanismes d'accompagnement qui ont été proposés jusque-là ont été plus axés, je pense, sur des fonds de garantie de prêts en passant par des partenaires, des institutions bancaires. Et je pense que ce mécanisme devient de plus en plus
inadapté à la nature même en fait des entreprises qui sont en train de porter l'innovation. Nous ne sommes pas dans des grosses industries qui peuvent apporter des garanties suffisamment rassurantes aux banques et qui peuvent apporter un certain historique donc en termes de fonctionnement, en termes de chiffre d'affaires, en termes de rentabilité pour rassurer les banques. Et c'est tant que ces critères d'appréciation de la valeur des entreprises, ils seront vérifiés par les banques avec la manière dont ils l'ont toujours fait. Je pense qu'il y aura toujours des blocages structurels, une sorte d'incompréhension entre le monde bancaire et le monde de l'innovation. Et ces 600 milliards, en tout cas, de même que les 1200 milliards qui ont été apportés par des fonds d'investissement, eux, ils s'adressent directement aux PME, aux startups innovantes, en leur faisant comprendre qu'ils misent plus sur le potentiel de valorisation, sur la créativité. Mais toujours était que les capitaux ne sont pas les capitaux africains. Donc, là où les capitaux étrangers. Justement, là où je voulais en venir, c'est que les capitaux, ils sont de moins en moins étatiques. Ils sont de moins en moins publics. Les capitaux qui poussent vraiment l'innovation, qui investissent vraiment l'innovation, ils sont de moins en moins publics. Ils sont privés. Ils sont privés. Mais étrangers. Et on l'espère, ils seront de plus en plus locaux. Mais déjà, le fait qu'ils soient de plus en plus privés, il y a quelque chose de rassurant, en fait, pour l'avenir. Parce que ce qui est en train de se dessiner, c'est peut-être un modèle de développement basé sur des intérêts qui sont certes financiers, mais qui sont dénués, en tout cas, de toute autre forme de considération. Donc, il y a une certaine transparence dans les échanges, dans le partenariat, qui peut être en fait mise en avant, en tout cas. Mais est-ce que le privé africain est conscient de ces enjeux, de ne pas laisser, entre guillemets, le privé étranger venir occuper la place? Est-ce que le privé africain est assez outillé ou bien assez informé pour qu'ils puissent eux-mêmes financer ces startups? Alors, de ce que j'ai compris des fonds d'investissement qui sont de plus en plus qui viennent de plus en plus en fait sur le continent. Il faut savoir que quand les fonds d'investissement arrivent, ils n'investissent jamais, en tout cas très rarement, ils investissent tout seuls. Donc c'est une forme d'appel d'air en fait. Un fonds d'investissement, c'est une sorte d'appel d'air, une sorte d'appel à l'investissement. Et cet appel, il est lancé en fait à tout détenteur de capitaux qui voit en cet écosystème quelque chose qui peut être valorisé. Donc, je crois savoir qu'il y a pas mal d'hommes d'affaires, notamment sénégalais, qui ont pu être convaincus par des fonds d'investissement, même étrangers, qui sont venus les convaincre et les pousser à mobiliser leur épargne dans l'écosystème local. Donc, en fait, il y a une certaine dynamique, il y a un certain système peut-être vertueux qui est en train de se mettre en place. Et je crois que aussi il y a un certain nombre d'initiatives publiques dans tous les pays qui sont en train de naître. Peut-être c'est un petit peu impulsé par le privé, influencé par le privé, mais il y a une certaine forme d'adaptation qui est en train de s'opérer. Le public est en train de mettre en place localement des fonds qui se conforment un petit peu à la logique des fonds d'investissement privés. Donc, je peux parler, par exemple, des initiatives comme peut-être la DER. Ça a été mis en place l'année dernière. Je pense que les startups ont bénéficié d'1 milliard de francs CFA d'investissement. C'est quand même extraordinaire. Un écosystème naissant qui suscite rapidement un intérêt au point de mobiliser 1 milliard de francs CFA d'argent public pour son développement. Donc c'est des mécanismes qui sont extrêmement rapides. C'est une évolution qui est fulgurante et ça appelle en fait à une... Mais est-ce que réellement nos États sont conscients de cette révolution fulgurante qui est en train de se mener dans le domaine de l'intelligence économique, dans le domaine du digital? Est-ce qu'ils sont conscients qu'aujourd'hui les enjeux, c'est là-bas qu'ils se mènent?
que la compétition mondiale, c'est là-bas qu'elle se mène aujourd'hui. Est-ce que nos États ont pris en compte cette dimension-là? Parce que on est aussi dans des pays où les gens estiment, qu'on l'avait dit tout à l'heure, que les PME, les PMI et les startups souvent ont des difficultés de fonctionnement, meurent très vite. Parce qu'il y a un point de formation aussi qui se pose. Est-ce que toutes ces dimensions de formation, d'éducation prises en charge pour manager ces startups qui aujourd'hui peut-être peuvent être demain de Silicon Valley à l'africaine? Voilà. En fait, c'est une question extrêmement pertinente. En fait, c'est, je pense que ça, au-delà de l'analyse de la nature des fonds, de l'origine des fonds, de ce que ça implique en termes de dépendance potentielle ou pas. Je crois que le contexte doit nous pousser à prendre un peu de recul et je pense que c'est le cas. Cette prise de conscience est en train de s'opérer. Alors, est-ce que les mesures prises sont à la hauteur des enjeux? Ça, c'est une autre question. Mais sur le plan, par exemple, éducatif, vous l'avez évoqué. Le système éducatif, tel qu'il est aujourd'hui, je pense qu'il ne correspond pas aux attentes, en tout cas, de l'environnement global, mondial d'innovation. Si on prend l'exemple, par exemple, de l'informatique. L'informatique, donc aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, on parle des objets connectés, du cloud computing, du machine learning. En fait, c'est des notions qu'on rencontre dans l'espace digital. Mais c'est des notions qui devraient être totalement démocratisées, y compris même dans nos écoles primaires. Donc je pense qu'il faut... il faut l'introduction de l'éducation numérique dès le bas âge, dès l'école, dès la maternelle, pour que les enfants de demain puissent être compétitifs. Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, avec un niveau de mobilisation de ressources assez mesuré d'ailleurs, on peut faire en sorte que sous 4-5 ans, on commence à avoir les premières masses d'ingénieurs hautement qualifiés en intelligence artificielle, en robotique, d'accord, et en codage informatique. Le codage informatique, ça devrait être aujourd'hui notre deuxième langue maternelle à tous. Nous avons nos langues maternelles Diola, Séré. Mais justement, je voulais vous parler de cette dimension-là, cette dimension de langue maternelle, de langue nationale, introduite dans la formation du digital. Parce que si c'est en anglais que les formations se feront ou bien en français, on a quand même peut-être une grande marge qu'on laisse, qui n'est pas prise en compte avec les langues nationales, qui pourraient peut-être aussi être introduites dans le système digital. Oui, bien sûr. En fait, je pense, quand je parlais même de langue, en fait, il s'agit avant tout même si on parle par exemple de l'école primaire, si on veut entrer peut-être sans aller trop dans le détail technique, mais l'algorithmique. L'algorithmique, en fait, en informatique, c'est la base. Il s'agit plutôt de logique, de façon de penser, de façon de raisonner, de manière de résoudre un problème. Donc c'est plus dans l'esprit qu'il faut former les gens. Un enfant, je pense à partir de 4 ans, on peut commencer à le former dans la logique informatique. Et pas nécessairement dans l'informatique en tant que programmeur, mais dans une logique de résolution de problèmes à travers les outils technologiques. Et ça passe par peut-être des petits kits de robotique, des petits kits d'apprentissage qui sont aujourd'hui, parce que je me suis amusé un jour à faire le calcul du budget de dépenses en craie. D'accord, les craies qu'on utilise pour écrire sur les tableaux, et je me suis rendu rapidement compte que la dépense moyenne en craie de 2 ou 3 salles de classe, ça finance l'acquisition d'un kit d'apprentissage en robotique. Donc vous voyez un petit peu les coûts, les coûts se sont vraiment amortis à une vitesse extraordinaire. Donc les outils matériels pour opérer ce changement, ils sont totalement accessibles. Il s'agit d'une logique d'acculturation plus que d'autres choses. Donc il faut qu'on commence à prendre cette génération, à la transformer progressivement et à la récupérer dans 8 à 10 ans
avec un état d'esprit totalement tourné vers la révolution industrielle. Je vais juste donner un exemple qui est un chiffre. On parle de robotique, mais est-ce qu'on sait réellement l'impact de la robotique et de l'IoT dans l'économie mondiale? Est-ce que vous savez que le fait, je vais prendre l'exemple des machines dans les usines. On les laisse, elles tombent en panne. C'est ça la tradition de la maintenance. Parce que nous avons une start-up aussi spécialisée dans la maintenance industrielle. On les laisse tomber en panne. Donc de façon active, on arrive, on les répare. Avec l'impact de la révolution industrielle, on place des capteurs. Donc on a c'est ce qu'on appelle l'IoT, les objets connectés. Et rien que le fait de placer ces capteurs dans ces machines, c'est des choses qu'on peut considérer comme élémentaires, peut-être primaires. Mais rien que le fait de placer ces capteurs, d'observer les machines en temps réel, de savoir comment elles se comportent, ça permet, à partir de l'informatique, d'anticiper, de savoir quand est-ce qu'elles pourraient tomber en panne. D'accord? Donc là, on est dans une logique, on quitte une logique de maintenance une logique de prévention, prévention, on va dire, d'intervention curative, qui coûte extrêmement cher, parce qu'il y a de l'arrêt de production, il y a le coût de réutilisation, de remplacement de la machine, le coût de réparation, mais avec un minimum d'intelligence artificielle, on va peut-être parler d'intelligence artificielle, et un minimum d'électronique, on arrive à anticiper sur les pannes. D'ici 4 ans, on estime que ces procédures de maintenance prédictive, plutôt que réactive, vont permettre à l'industrie dans le monde d'économiser 600 milliards de dollars. Donc, il est absolument essentiel pour les entreprises, quelles qu'elles soient, toutes les organisations, de réfléchir en fait à l'intégration de l'outil digital dans leur processus métier. Donc, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes au Sénégal, qui travaillez dans l'écosystème, vous avez l'impression que nos gouvernants ont pris en compte cette dimension digitale et cette dimension évolutive à travers le monde? Non seulement, beaucoup estiment que l'économie numérique aujourd'hui peut créer énormément d'emplois, lutter même contre le chômage des jeunes, ces jeunes qui partent immigrer ailleurs, qui passent par la mer, qui vont vers le Niger pour essayer d'aller en Libye. Est-ce qu'aujourd'hui, nos gouvernants ont pris en compte cette dimension-là pour former les gens et travailler en termes d'anticipation? Alors là, je dirais, je vais juste expliquer expliquer comment le numérique impacte l'économie. Parce que ça, c'est important. Parce que on sait tous que le numérique, c'est extraordinaire, c'est présent partout. Il y a une étude datant d'il y a quelques années, je pense, de l'INSEE, dans l'économie française. Et ils se sont rendus compte que malgré tout ce qu'on raconte sur le numérique, malgré le fait qu'il soit présent dans tous les débats économiques, quand on regarde le produit intérieur brut, le secteur numérique, il ne représentait cette année-là que 5,2% du PIB. Donc ça pose un problème. Parce que 5,2% du PIB pour un truc dont on dit que c'est la révolution. Donc ça, c'est un problème même pour les économistes. Je pense qu'ils l'ont même conceptualisé, cette problématique-là. Du fait qu'on ne voit pas naturellement dans les chiffres l'impact. Et cet impact, il est réel. Il est un petit peu perturbant parce qu'on le sent, mais on ne le voit pas, on ne le chiffre pas. Et l'INSEE, c'est amusé à aller au-delà des paramètres, en tout cas des indicateurs standards. Ils se sont rendus compte que 60% des secteurs d'activité, 60% des écosystèmes ont été transformés par le numérique. Donc, les banques, notamment, à travers les fintechs, d'autres écosystèmes, la santé, à travers la santé connectée, ont été transformés et accélérés par le numérique. Ensuite, peut-être 12% supplémentaires ont été améliorés, en tout cas, ont vu leur productivité augmenter par le numérique. Donc, ils se sont rendus compte que le numérique concerne 80% de l'économie française. Donc, c'est la même chose ici. Donc, si on prend le secteur, si on aborde le numérique en tant que secteur, on peut se tromper d'approche. Le numérique, je pense que le président Emmanuel Macron l'a dit dans un de ses discours pour dire l'importance du numérique pour eux, pour la France. Le numérique, ce n'est pas un secteur, c'est une révolution.
Aujourd'hui, au Sénégal, je pense que le numérique en tant que secteur représenterait peut-être 10% du PIB. Mais si on décide de prendre le numérique comme levier pour impulser et accélérer la croissance économique du pays, il faut que le numérique agisse sur les 90 autres pourcents. Donc, en quoi faisant, je pense qu'il faut mettre en place des passerelles entre l'écosystème qui innove, qui développe des solutions innovantes, et les 90 autres pourcents de l'économie qui en ont besoin, mais il n'y a pas vraiment de contact réel entre ces deux mondes-là. Et je pense qu'il faut réussir à trouver des mécanismes de bonification de l'économie à travers le digital. Mais c'est ça justement le paradoxe du Sénégal. Le Sénégal était considéré comme, avec la Sonatel, quand on démarrait, comme étant pratiquement l'un des pays les plus avancés en termes de téléphonie, en termes de numérique en Afrique. Mais aujourd'hui, notre pays est complètement largué par des pays comme le Kenya, où des startups kenyennes puissent aujourd'hui, à travers le monde, lever plus de 1200 milliards de francs CFA pour financer l'innovation. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'écosystème au Sénégal est plombé, il n'y a pas d'idées, ça n'avance pas, il n'y a pas d'innovation au fond. Alors, comment le Sénégal se trouve aujourd'hui dans cette situation-là, où au Kenya aujourd'hui, même le money banking est devenu pratiquement dans le quotidien de tous les jours? Bien sûr. Donc en fait, je pense que le Kenya a pris les devants. Le Kenya a une certaine avance. Le Kenya, le Nigeria, entre autres. Mais depuis peut-être 2 à 3 ans, on assiste à une poussée extraordinaire en fait de l'écosystème sénégalais. Le Sénégal est en train on ne le sent pas, hein? On ne le sent pas dans les usages, mais dans l'espace, dans l'écosystème global africain, le Sénégal est en train de prendre une position assez forte. Donc il y a une initiative récente de la Banque mondiale avec au Mali en fait, où ils ont sélectionné les 20 startups francophones considérées comme les plus prometteuses. Et sur les 20 startups, il y avait, je pense, 7 startups sénégalaises. La sélection s'est faite dans toute l'Afrique francophone. Donc en fait, il y a des actions en cours qui sont en train de porter leurs fruits. Maintenant, qu'il faille accélérer, ça c'est en fait... Ça, c'est des initiatives individuelles faites par des Sénégalais de façon individuelle. Est-ce que ces startups sont appuyées par l'État du Sénégal pour développer davantage leur potentiel? Alors, c'est l'écosystème startup sénégalais, je pense, a produit la Startup Act. Donc c'est une sorte de plaidoyer, d'accord, qui est en fait auquel a participé, ont participé des représentants de l'État. Donc il y a des échanges qui ont pu porter en fait comme produit, en fait, qui ont pu produire en fait un projet de cadre réglementaire, institutionnel et lister toutes les mesures d'accompagnement dont l'écosystème aurait besoin pour que cette dynamique ne soit pas cassée, pour que cette dynamique soit plutôt accélérée. Est-ce que vous sentez qu'il y a un suivi? Il y a un suivi réel, donc il y a des acteurs qui sont quand même assez volontaristes. Il y a des institutions qui sont aujourd'hui assez volontaristes, qui sont en train d'imprimer leur marque sur le devenir en fait de l'écosystème sénégalais, et c'est en train d'avancer à une vitesse extraordinaire. Moi, je pense que dans 1 an et demi... Mais pourquoi donc le public sénégalais ne le sent pas? Alors, il y a à titre personnel, j'ai déjà fait même des propositions dans ce sens, pour que le public sénégalais commence à le sentir, pour que le public sénégalais le sente, il y a un côté communication. Mais je pense que la communication, c'est un aspect des choses. Mais le plus important, c'est que l'économie sénégalaise, en fait, en ressente un petit peu les fruits. Je pense que tous les leviers de croissance économique disponibles doivent être exploités à leur juste valeur. Et le numérique, en tant que levier de croissance économique, aujourd'hui, devrait commencer à impacter l'industrie sénégalaise, à impacter l'agriculture sénégalaise. Donc, on voit plein de startups développer des solutions, mais effectivement, ces solutions, elles ne sont pas forcément utilisées à l'échelle. Donc, c'est dans l'utilisation des solutions que nous développons que les efforts doivent être faits. Mais le caractère innovant, créateur de l'écosystème pris comme secteur, aujourd'hui, je pense que le Sénégal est au top. Oui, mais un exemple, on voit souvent des vidéos qui deviennent du Rwanda, où on montre une start-up rwandaise qui, pour aider aux populations à avoir accès aux soins
de santé de première nécessité, c'est des drones qui envoient des vaccins dans certains coins les plus reculés du Rwanda. Tout ça qui est bien articulé avec une plateforme visionnelle. Au Sénégal aujourd'hui, on aurait peut-être pu avoir ce genre de situation dans notre pays parce que certainement il y a des Sénégalais qui ont dû réfléchir à ce genre de situation. Est-ce que ces Sénégalais sont appuyés par l'État du Sénégal, encore une fois, qui est là au service du Sénégal pour aider ces jeunes-là? Bien sûr. Donc là, je pense que on parle peut-être du cadre réglementaire et je pense que le cadre, en termes de régulation, si on prend par exemple, si on reste sur cet exemple, on parle des hôpitaux, on parle des politiques de santé publique, avant même de parler de technologie. En fait, la technologie, il faut l'utiliser, je pense, comme support. Mais elle ne nous exonère pas en fait des préalables sectoriels et je pense que chaque secteur doit mener sa propre réforme de sorte à pouvoir capitaliser en fait sur le potentiel du digital. Aujourd'hui, je pense que transformer l'économie sénégalaise, c'est beaucoup trop lourd comme charge pour le numérique en tant que secteur, en tant que disons, plateforme d'innovation. Donc, ce qu'on demande aux ingénieurs, c'est peut-être d'avoir les idées, de constater les problèmes, d'avoir de la créativité, de développer des solutions technologiques et d'être suffisamment smart pour que ces solutions soient parfaitement adaptées et changent radicalement la façon de faire les choses. Maintenant, une fois qu'ils ont été au bout de ce processus, ils sont sûrs que le marché existe, mais le marché, ça reste un marché. La demande, elle doit être présente. Et la demande, elle est créée par une corporation, elle est créée par des clients, elle est créée par un État, elle est créée par c'est des besoins. Si on prend cet exemple-là, il faudrait que un hôpital puisse expérimenter, par exemple, ce genre de process d'intervention avec une start-up sénégalaise. Donc c'est de cette passerelle dont je parlais dans mon propos. Donc, je vais juste prendre un exemple il y a une initiative qui s'appelle Ecopen. Ecopen, c'est quoi? C'est des jeunes innovateurs, des jeunes ingénieurs en fait, qui ont décidé du jour au lendemain de créer des systèmes d'échographie qui coûteraient moins de $100. C'est des objectifs fous comme ça, en fait, qu'il faudrait avoir. Il nous faut un système d'échographie qui coûte moins de $100. Comment faire? Ok, on n'a pas de moyens, on a l'intelligence, on a la technologie. Assez rapidement, un hôpital a décidé de les incuber. Ça s'est passé en France, à l'hôpital Hôtel-Dieu. Un hôpital a décidé de les incuber. Des professeurs en radiologie ont décidé d'y participer. L'État a décidé d'y mettre un peu de moyens. Et ils sont en train de sortir leur premier, ou peut-être deuxième prototype d'appareils d'échographie qui coûterait moins de $100 à l'achat. Donc, nous qui sommes beaucoup plus concernés par ces problématiques, je pense que c'est ce genre d'initiative qu'on pourrait avoir et ça ferait un appel d'air. Aujourd'hui, si on fait juste la déclaration, je prends n'importe quel hôpital dans Dakar ou dans n'importe quelle région qui donnerait un espace de 50 mètres carrés à 2 ou 3 startups actives dans l'électronique, dans la physique, peut-être dans l'intelligence artificielle, dans l'informatique aussi. Ça ferait un espace de 50 mètres carrés qui accueillerait 10 jeunes ingénieurs et qui peut-être dans 2 ans sortirait la première solution africaine d'échographie low cost. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le high-tech for low cost. Ça a même été conceptualisé dans certains espaces d'innovation. Il nous faut de la haute technologie et il nous la faut avec des coûts extrêmement abordables pour que nous puissions les utiliser et développer nos pays. Oui, le dernier point de notre débat, c'est sur ce qui s'est passé au Mali avec le massacre des Peuls maliens, où il y a une onde de choc de cette histoire-là à travers le monde. Il y a même hier des manifestations à Paris pour dénoncer ce qui se passe là-bas. Est-ce que, au-delà de ces affrontements Peul-Dogon, le sous-sol malien, beaucoup estiment que c'est un sous-sol très riche et qu'aujourd'hui, avant, les Dogons se battaient avec peut-être les Peuls avec des lances, ils sont maintenant armés. Est-ce que c'est pas le gouvernement malien n'a pas sous-traité sa sécurité? Voilà, je vais être extrêmement prudent sur ce sujet, parce que ne s'agissant pas à la base de mon domaine de... Oui, nous attendons Aliou Sall pour en parler davantage. En tant que jeune Africain et en tant que, disons, citoyen
de l'Afrique et de cette région de l'Afrique, oui, en fait, déjà condamner peut-être les actes, les déplorer et peut-être appeler nos autorités à être davantage prudents, en fait, par rapport à ce type de problématiques, déjà, qu'on pensait peut-être déjà derrière nous, parce que la première partie peut-être de l'émission nous a montré que, en tout cas, nous, jeunesse africaine, on est projetés en fait sur totalement autre chose, et je pense qu'il faut prendre conscience des enjeux. Oui, bien sûr, les enjeux miniers, les ressources naturelles ont toujours suscité peut-être des conflits plus ou moins qui naissent plus ou moins naturellement, parfois un petit peu aidés, on va dire ça comme ça, mais je crois que mon propos là-dessus, ça va être en tout cas un appel à la vigilance en tout cas, et à prendre les mesures idoines pour... Peut-être que la bataille qui se mène là-bas au Nord Mali va au-delà de ces conflits peut-être qui ont toujours existé, la cohabitation entre Dogon et Peul. Au-delà de ça, il y a le Nord Mali qui est très riche en or, en uranium, qui est très riche aussi en eau. Et les gens estiment que les batailles futures du monde sera autour de l'eau aussi, pour le contrôle de la manne de l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que l'armée française soit là-bas et que ces gens de choses de partent là-bas, qui ne bougent pas pratiquement, l'amunissement qui est sur place aussi, qui n'a pas trop réagi par rapport à ça, ne cache pas des enjeux beaucoup plus profonds que ceux qu'on voit en surface? Alors, disons que c'est pas impossible que les enjeux, ce serait peut-être pas la première fois que des enjeux de ressources créent des conflits dans nos espaces africains, mais c'est à nous, peut-être africains aussi, de nous assurer de prendre les mesures nécessaires pour éviter que peut-être d'autres forces un petit peu peut-être maléfiques puissent agir sur notre sol. Je pense que ça relève peut-être plus de géopolitique que de technologie, donc je vais peut-être pas trop glisser sur ce terrain-là. Voilà, merci infiniment à Eli Manel Faye. Je rappelle que vous êtes ingénieur en microélectronique, expert en technologie numérique, diplômé de l'école polytechnique universitaire de Lille en France, que nous avions prévu cette émission avec M. Ali Oussal, sociologue, spécialiste de la prospective, directeur de l'Institut des futurs africains. Mais malheureusement, M. Sall a eu un contretemps de dernière minute, il n'a pas pu nous rejoindre pour débattre avec nous de ce sujet important. À la technique, Aliou Diassé, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. Uprooted